Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des outils les plus utilisés en entreprise, qui fait le bonheur de certains et qui fait s'arracher bien des cheveux à d'autres. J'ai nommé le fameux Excel. Et dans le monde pro, en 2023, Excel, il est encore partout. Quand on a l'occasion de se balader dans des entreprises et même encore dans la note chez Axe Open, on retrouve toujours plein de fichiers Excel finalement pour plein d'usages différents et parfois même pour des usages qui sont un peu surprenants. L'idée de ce podcast aujourd'hui, alors c'est pas de dire de supprimer Excel ou quoi que ce soit, on va pas remettre en cause ici le fait que ce soit un outil super puissant et super utile, mais simplement on va se poser un petit peu la question de la pertinence de son utilisation et surtout de voir comment dans certains cas c'est finalement utile et intelligent de le remplacer par des applications parce que le sujet est un peu tricky. La team du jour, pour parler de ça, donc comme d'habitude, il y a Philippe, Javaman Aigri. T'as dit salut en même temps que Javaman Aigri parce que tu veux plus qu'on te... Exactement. Je veux pas qu'on m'associe. On va plus t'appeler Philippe, maintenant on va t'appeler Javaman Aigri. De toute façon, vu ce que je fais en ce moment, faut arrêter de m'appeler Javaman, faut juste m'appeler Aigri. On gagnera du temps, c'est plus court, c'est plus concis. On a Arthur, JavaScript Lover. C'est moi. Bonjour. On a Léo, le DJ d'Axe Open. C'est moi. Et son hashtag il y a son arrobase Instagram dans les descriptions. Si vous voulez, moi je veux bien. On fera un petit peu de pub au passage. Et on a Bertrand. Alors pour la petite histoire, on a longtemps médité sur son nom de scène, mais on n'est pas encore tombé d'accord. Alors pour l'instant, ce sera juste Bertrand. Et pour le prochain, on s'engage à trouver. Bébert pour les intimes, bien sûr. Bébert. Bon, c'est parfait. Bonjour à tous. Le pire, c'est le truc qui va rester, quoi. Alors, on va démarrer par poser la base comme d'habitude. Bon, on va te laisser la parole, Bertrand. Excel, finalement, qu'est-ce que c'est alors dans les très grandes lignes et pourquoi ça a été créé, surtout? Ok, pour ce point-là, je pense qu'on va revenir pas mal d'années en arrière sur l'époque où on avait vraiment la démocratisation de l'ordinateur personnel. Et du coup, les premiers usages qui sont arrivés tout de suite. Dès lors qu'on a eu des interfaces un peu graphiques, les premiers usages qu'on a eu à traiter sont du traitement de texte, tout simplement rédiger du texte. Et très rapidement, on a aussi souhaité manipuler des chiffres, faire des grands tableaux, faire des sommes de ces chiffres-là, etc. Donc donner finalement des outils à des personnes qui sont, je pense, les premières, les comptables. Et après, ça s'est un peu enrichi. Et donc cet enchaînement de tableurs nous ont donné finalement les familles des produits Excel aujourd'hui très largement connus. Et pourquoi c'est particulièrement Excel qui s'est retrouvé très utilisé dans les entreprises? Alors parce que en fait Excel, c'est un outil qui a la grosse particularité d'être, j'ai envie de dire, polymorphe. Alors en fait, on peut à la fois s'en servir comme une base de données, on peut s'en servir comme un masque de saisie, on peut s'en servir comme quelque chose pour faire des calculs, on peut aussi s'en servir comme quelque chose qui s'approche très très proche d'un logiciel, puisqu'on peut programmer assez facilement dedans. Donc c'est un outil qui a cette capacité à faire un peu tout et n'importe quoi. Quand on le tord, on peut arriver à faire des choses assez intéressantes et c'est assez facile d'accès pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un outil un peu caisse à outils qui s'est rapidement démocratisé en entreprise. Et pourquoi est-ce que finalement il a été un peu détourné parce que de son usage principal, parce que de base tableur pour faire avec l'idée des formules, des calculs, etc. Pourquoi ça a été finalement détourné? Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il a été détourné. En tout cas, il a été utilisé peut-être. Voilà, Moi, je dirais que c'est un peu la politique de Microsoft qui a souhaité vraiment faire un outil qui soit le plus simple d'usage et le plus malléable possible. Donc, il offre énormément de possibilités. Il est extrêmement souple. Et dès lors qu'on travaille vraiment sur cette base-là, on obtient un outil qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc, finalement... Oui, et puis comme tu dis, Bertrand, c'est extrêmement simple. Et finalement, quand on se place du côté utilisateur en entreprise, c'est-à-dire je suis un salarié dans une entreprise lambda, on n'a pas beaucoup accès à quoi que ce soit pour faire ce qu'on veut. Et en fait, Excel permet pour un utilisateur lambda de se construire sa petite application, son petit masque de saisie, et de rentrer dans un processus d'informatisation qui n'est pas forcément porté par la DSI ou porté par des gens du métier, quoi. Vous avez croisé quoi comme usage, par exemple, d'Excel? Moi, je sais que j'ai déjà vu pour les factures, les devis, genre de choses. Ouais, les factures, les devis, il y en a qui font des
du traitement de données. Il y en a beaucoup qui font du traitement de données, de la réconciliation de données. Il y en a qui créent de la donnée. Il y en a qui s'en servent Des dashboards dans tous les sens. dans tous les sens. Tu as de la donnée, tu en fais des graphiques, des études, des stats. Enfin, ça de partout, dans tous les métiers. Et après, ils consolident. Tu as souvent aussi de la double saisie. Ça peut être un peu le problème. C'est ils ont un outil. Et en fait, après, ils ressaisissent. Ils font leur stat pas dans un outil, mais ils le font dans un Excel qui est sur le PC de quelqu'un, on ne sait pas où, et qui n'est pas partagé avec les autres. Donc ça peut être un des soucis. Mais... Et puis oui, ça part toujours de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez un gars un peu plus, j'ai envie de dire, finot dans le domaine de l'informatique qui repère un besoin, fait son petit outil dans son coin sur Excel. Ça impressionne un peu tout le monde. Et puis finalement, ça commence à se généraliser dans le service. Et puis petit à petit, on se rend compte que c'est un élément fondamental du SI. C'est tout ce qui participe au Shadow SI et compagnie. C'est des choses qui existent en entreprise et qui sont utilisées même sur des très longues années, quoi. Ouais. Puis surtout que Excel est vraiment bien adapté à ça, puisqu'en fait, on peut commencer avec une toute petite feuille où il n'y a pas grand-chose. Et puis finalement, si elle est bien construite et que tout le monde commence à l'utiliser, on va progressivement en faire de plus en plus. Et on se retrouve avec une mini-application, on peut l'appeler comme ça, qui soit vraiment importante au niveau du SI d'une entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment particulièrement vrai dès lors qu'on a aussi des entreprises qui sont toutes jeunes, qui grandissent, qui n'ont pas encore tout l'attirail et tout le SI dont elles ont besoin pour finalement continuer à progresser, à grandir. Et du coup, au départ, ce qu'elles ont uniquement, c'est besoin de faire un petit suivi de stock, de faire un petit suivi de commande. Donc un Excel, ça va très très bien. Mais dès lors qu'après l'entreprise commence à marcher et à vraiment grandir, cet Excel, il devient vraiment un point mort finalement. C'est compliqué de s'en débarrasser. Et alors moi, je suis à la fois d'accord avec toi, ça c'est un cas d'usage majeur, c'est-à-dire le petit Excel qui devient de plus en plus gros et qui devient problématique. Et il y a tout un tas d'usages qu'on voit de Excel qui est, aujourd'hui, les systèmes d'information, même s'ils sont soi-disant agiles, ils sont bloquants. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous avez fait 3 fusions-acquisitions, vous avez un côté un ERP Oracle, de l'autre vous avez un bout d'SAP, vous avez un logiciel spécifique, et vous avez une foultitude de gens qui sont dans le contrôle de gestion ou de la manipulation de données, qui ne savent pas trop comment faire, qui n'ont pas les droits d'interroger les bases sources, et qui vont transiter, travailler, bidouiller la donnée et la réinjecter en utilisant des feuilles Excel. Et ça, c'est un usage qui est tout autre que celui que dit Bertrand, mais qui est aussi très prépondérant en entreprise. Et c'est quoi aujourd'hui finalement, tu as commencé à en citer tout à l'heure, Léo, mais les limites finalement qu'on voit à ces types d'usages, j'imagine déjà quand tu as effectivement un petit Excel que tu as fait dans ton coin à un moment donné et qui devient l'outil central du SI, ça pose problème. Après, maintenant, les fichiers peuvent être partagés, donc tu peux avoir de la modification en temps réel avec plusieurs personnes, mais je pense que historiquement, il doit y avoir des gros soucis là-dessus. Tu as quelqu'un qui gère tout dans un seul Excel sur son PC, personne n'y a accès, et puis du jour au lendemain, s'il tombe malade ou j'en sais rien, le PC brûle. Oui, c'est ça. Même le PC brûle, tu n'as pas fait de sauvegarde de ton fichier autre part, tu te retrouves avec ton outil qui est complètement mort et tu ne peux pas le redémarrer de zéro, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est tout ce qui est collaboration aussi. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut commencer à accéder à plusieurs à la même donnée, on est sur un seul fichier. Donc il faut se l'envoyer par mail ou autre chose, le mettre sur un drive, mais c'est jamais immédiat, donc c'est compliqué de réellement partager l'information. Si finalement on commence à s'envoyer les fichiers, chacun peut commencer à travailler sur sa propre version, du coup on se retrouve avec des versions qui ne sont pas compatibles, qui ne portent pas les mêmes données, et donc en fait chacun travaille dans son coin, donc la mutualisation des informations devient très compliquée. Après, les autres problématiques classiques, c'est les limites de l'Excel. Historiquement, on avait des limites sur le nombre de cellules, de colonnes qu'on pouvait avoir, etc. Donc ça, c'était résolu, mais on se retrouve... On a toujours des limites de taille. Puissance, de taille sur les Excel. Moi, je suis déjà tombé récemment même sur des Excel qui étaient trop volumineux pour être traités sur un poste personnel. Donc ça devenait vraiment critique en termes d'usage. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces limites-là. Le fait aussi qu'on ne puisse pas vraiment interconnecter un Excel avec d'autres systèmes. Donc dès lors qu'on veut envisager d'avoir un partage de référentiels, un partage par des API ou autres, c'est pas forcément adapté, et donc on se heurte à ces limites-là, quoi. C'est ça, parce qu'on a la majorité des applis qu'on utilise, on a de l'import ou de l'export Excel, mais c'est sur des choses très simples, vraiment de la donnée brute, du CSV ou pas beaucoup plus. Mais si tu commences à avoir un Excel qui est vraiment mastoc, tu vas rien en faire, tu vas jamais réussir à l'injecter dans ton appli. Oui, il y a ça, et puis un des éléments qu'on n'a pas encore cité, c'est que c'est très compliqué à maintenir un fichier Excel. C'est-à-dire que quand vous écrivez des formules, alors c'est essentiellement, je pense que tout le monde autour de cette table et tous ceux qui nous écoutent ont déjà créé des formules sous Excel, ne serait-ce qu'une somme ou une recherche V. Et dès que vous commencez à faire des formules de calcul un petit peu compliquées sur plusieurs onglets, sur plusieurs choses comme ça,
ça devient très vite illisible. C'est-à-dire que c'est lisible pour la personne qui potentiellement l'a écrite, mais ça ne devient pas lisible pour quelqu'un d'autre. Et en fait, très rapidement, vous vous retrouvez avec des fichiers Excel qui, à part par la personne qui l'a créé, sont immaintenables. Et ça, c'est un des risques majeurs de l'Excel, c'est qu'au bout de 5, 6, 7, 8 ans de modification dessus, en fait, plus personne n'est capable de comprendre vraiment ce que fait l'Excel. Il marche. Donc, généralement, on l'utilise, mais le jour où on veut comprendre ce qu'il fait ou qu'on veut le faire évoluer, en fait, vous vous retrouvez tout de suite dans en fait, c'était Trucmuche à la comptabilité qu'il a fait il y a 10 ans, il est parti, on ne sait pas vraiment comment ça marchait, mais bon, il faut l'utiliser, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est pareil, tu n'as aucun historique. Non, tu n'as pas d'historique. Tu n'as pas de doc associé. Pas de doc, c'est très compliqué. C'est très compliqué de certifier aussi que le résultat que tu obtiens il soit vraiment le bon. En fait, tu le vois, donc tu dis, OK, il est bon, il me va bien, mais après, pour donner une garantie sur le fait que ce résultat-là va pouvoir être exploité en production, c'est très compliqué. Et à partir de quel moment, finalement, est-ce qu'il faut se dire, OK, on a atteint trop de limites et il faut qu'on ait une application pour répondre à notre besoin? Est-ce que... parce que j'imagine qu'on ne peut pas remplacer tous les Excel. Non, et puis alors... Même, je pense que quelqu'un comme moi qui était très informaticien, et Dieu sait que la mort de l'Excel, on l'a souhaité depuis 20 ans. On disait que ça allait finir, que ça allait être remplacé. Et force est de constater que ça allait pas. Et en plus, objectivement, maintenant, je me rends compte que, je pense, je sais pas, Bertrand partagera sûrement cet avis, qu'il y a plein de cas d'usage où Excel sera meilleur que n'importe quel outil que vous développierez jamais. Donc, il faut savoir trouver la bonne limite entre j'ai des Excel dans mes services qui permettent de fluidifier le traitement de la donnée, la communication, ce genre de choses, et le moment où ça devient cœur de SI, ou qu'il y a un risque de dysfonctionnement s'il y a un problème, ou qu'il y a un risque de coopération, et là, il faut passer l'étape supérieure, d'aller vers une véritable application, que ce soit un développement spécifique, un ERP, un logiciel, tout ce que vous pouvez imaginer. Finalement, j'ai eu pas mal, quand j'y réfléchis, pas mal de projets qui ont été déclenchés suite au souhait d'un client de se passer d'un Excel, d'une fiche Excel, etc., et d'aller sur un outil plus classique, une application web ou autre. Et bien souvent, en fait, le déclencheur, ce qui lui fait se poser cette question et lui fait prendre la voie d'un nouveau développement, c'est de se dire, en fait, je tombe sur un cas bloquant, en fait, tout simplement. Une des limites d'Excel sur laquelle je me heurte. Je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas aller plus loin, et donc il faut que je trouve une solution. Donc ça peut être, je suis à la limite de la puissance de la machine, je ne peux pas partager mes informations sur tous les utilisateurs, je ne peux pas faire collaborer mes différents systèmes, etc. Donc c'est souvent un point de blocage qui fait passer le cap. Et comment on fait concrètement quand on se dit, allez, OK, on passe le cap et on se dit qu'on va développer une application? Comment ça se passe comme projet? Parce que pour le coup, tu démarres, comme tu disais, tu as un fichier Excel, peut-être tes équipes qui sont habituées à le traiter depuis des années d'une certaine manière. On part pas du coup... Enfin, tu vas refaire un projet d'application à zéro, mais tu pars d'une base avec Excel qui a ses raccourcis, des manières d'utiliser, etc. Comment tu fais pour bousculer un peu tout ça? Je pense qu'il faut partir de vraiment ceux qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils en font vraiment. Parce qu'en fait, un Excel, tu peux faire, comme on a dit, tout et n'importe quoi avec. Et en fait, peut-être que même dans le fichier même qui est essentiel et qu'il faut transformer en application web, peut-être qu'il y a des parties qui sont complètement inutiles ou des choses qui sont obsolètes. Et il faut vraiment faire une première passe essentielle de savoir à quoi il sert vraiment, qu'est-ce qu'il utilise, comment il l'utilise. Est-ce que, je ne sais pas, si, comme je disais, s'il y a du traitement de données, des dashboards et tout, en fait, est-ce que tout est important ou pas? Est-ce qu'il faut le visualiser différemment? Et parce qu'un des gros... quand on passe d'un Excel à une application web, on peut avoir un souci à la sortie de l'application web de se dire en fait, non, ça ne nous va pas, on préfère revenir à l'Excel. Et là, ça veut dire qu'on a tout raté et qu'on n'a pas compris comment il l'utilisait à la base. Et le but, si on fait ça, c'est a priori pour s'en passer. Après, on peut avoir les deux qui coexistent, mais il faut voir comment ça marche. Mais il faut vraiment saisir qu'est-ce que c'était le besoin de ce fichier à la base. Parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'on ne refait pas l'Excel en application. Voilà, non. Il faut refaire les fonctionnalités ou les calculs qui étaient nécessaires. Moi, je pense qu'il faut dire, il faut déjà que tout de suite, la personne qui veut refaire son fichier Excel, elle fasse un deuil. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne trouvera pas dans une application web les forces d'Excel. Elle va trouver autre chose, de la sécurité, un process transactionnel, de la collaboration, ce genre de choses. Super design aussi. Un super design. On peut faire tout un tas de choses, mais par contre, on n'aura pas la facilité d'Excel de cette capacité qu'est Excel d'être un bac à sable de brouillon où je peux en 3 secondes rajouter une colonne, rajouter une formule et compagnie. Ça, le développement informatique
c'est à l'antipode de ça. Quand on va commencer à rentrer dans une structuration de base de données, qu'on va commencer à formaliser des écrans, on n'obtiendra jamais cette facilité. Donc il faut que tout de suite le client y comprenne que de rentrer dans un process d'informatisation d'un processus qui est sous-tendu par l'Excel, ça va aller au détriment de la simplicité de ses équipes. Et ça, généralement, on a beaucoup de difficultés parce qu'on nous envoie l'Excel en disant on veut la même chose en web. Mais en fait, un Excel en web, ça s'appelle juste Office 365 Web. Si c'est ça que vous voulez, allez-y. Mais ce n'est pas de l'informatisation correctement là-dessus. Oui, et puis il faut revenir un peu à la base. Si on veut faire un projet pour créer une nouvelle application qui vient remplacer cet Excel, ça reste un projet, donc il faut se poser les bonnes questions, bien le préparer, bien faire le cadrage, etc. Et là, je vais revenir sur ce que disait Léo tout à l'heure. Le but, c'est pas de se tromper. En fait, faut être au clair avec les personnes qui vont l'utiliser, donc avec le métier, sur ce que devra réellement faire cette nouvelle application. Et donc, il faut être tout à fait au clair sur tous les processus qui sont en jeu. Et il ne faut pas chercher à retrouver les petites bidouilles, les petites astuces qu'on avait mis en place sous Excel, parce que ça, c'est vraiment un vrai piège. C'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat et comment on y parvient. Et donc, c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, souvent, ce qui fait qu'on abandonne un Excel, c'est qu'on ne sait plus le maintenir ou que c'est plus possible. Mais du coup, les personnes qui l'ont créé au départ ne sont plus là et sont plus là capables d'expliquer quelle était la logique dans les différentes feuilles Excel. Donc voilà, le vrai point dur, c'est ça, c'est de se mettre au clair et de bien définir ce qu'on veut faire dans cette application. Et pour tout ce qui est toutes les formules, etc., quand vous avez un peu des trucs complexes, en application, ça se traduit quand même bien, enfin en tout cas en code Absolument pas. D'accord. Non, absolument pas, parce que le principe d'Excel, c'est des formules, je ne sais pas comment on peut, plutôt de type ensembliste ou des formules de type recherche V, ce genre de choses, qui sont aux antipodes de la manière dont on conçoit un logiciel informatique. Il faut bien se mettre dans la tête que quand on fait ce genre de formule, ça s'approche plus du traitement de la donnée, appelez ça statistique, appelez ça ce que vous voulez, mais c'est très 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 loin de la pensée d'un informaticien. Très 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 loin. Donc en fait, ça ne se passe pas bien. On ne peut pas transcrire des formules en code informatique. C'est un process qui n'existe pas. C'est pour ça que ça demande vraiment de repenser les choses. Et donc d'envoyer un fichier Excel aux équipes de dev en disant il y a qu'à Fokker refaire les formules en truc. Déjà, les devs ne savent pas ouvrir un fichier Excel et comprendre les formules. Et quand même ils les comprennent, ils comprennent pas ce qu'ils manipulent. Donc c'est pas du tout la bonne approche. La bonne approche, c'est vraiment de repasser, comme le disait Bertrand et Léo, à des specs, une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. Sur un nouveau projet, quoi. Un nouveau projet. C'est un projet. C'est un projet, on recommence. Donc un fichier Excel n'est pas des specs pour un nouveau produit. Ça n'est pas ça. Ça marche pas. Et finalement, comment, parce que effectivement, il y a des gens effectivement qui ont l'habitude, Léo, tu disais tout à l'heure, d'utiliser Excel et on se foire effectivement si après avoir développé l'application, ils retournent à l'Excel. Comment et qu'est-ce que vous conseilleriez en fait à des gens pour accompagner aussi le changement sur des gens qui ont l'habitude d'utiliser, et c'est valable aussi pour n'importe quel outil, un outil pendant 30 ans, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner, quoi. Supprime la licence, plus d'Excel, démerdez-vous. Non, mais oui, c'est parler avec eux dès le début et après et les former à la fin. Si tu les balances sur une application, ils avaient l'habitude depuis 20 ans de travailler sur un Excel, même si tu les as consultés sur le besoin de ton appli, si tu leur balances l'appli du jour au lendemain, tu leur dis c'est fini l'Excel, maintenant c'est sur l'appli et que tu les as jamais formés, ça va pas marcher. Parce que oui, je pense que la différence fondamentale d'un Excel par rapport à une saisie web, c'est que dans un Excel, vous avez que des cellules qui sont tout de suite saisissables, là où quand vous allez dans une informatisation, vous allez tomber sur des formulaires. Et en fait, c'est quand même des choses qui sont complètement opposées dans la manière de penser. Et du coup, la transition peut être très douloureuse. Parce que typiquement, je vous dis n'importe quoi, mais vous allez demander à une personne de saisir une commande. Dans un Excel, elle va saisir 50 colonnes, et puis quand elle en saisit une autre, je ne sais pas comment on appelle ce mouvement, mais elle va glisser le curseur dans Excel et ça va copier et incrémenter des lignes. C'est le genre de choses que vous ne retrouverez jamais en web avec des formulaires ou de manière... voilà. Donc souvent, quand on refait un Excel en web, on arrive à refaire les fonctionnalités, mais souvent, en termes d'ergonomie et d'usage, en termes de trucs, on passe souvent à côté de la facilité qu'ils avaient sous Excel. Et c'est souvent ça qui pose problème en termes d'accompagnement utilisateur. Et ce qui nous paraît plus simple pour eux qui avaient une logique totalement différente à la base, ça va pas du tout être pareil. C'est pour ça que l'UX va être super important.
Ouais, là, après, on va rebondir dans tout ce qui est gestion du changement, finalement. Que ce soit un Excel à l'origine ou une autre application, les utilisateurs qui ont des habitudes, c'est difficile de les faire passer sur une nouvelle application, donc il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Par contre, là, on est très focus, finalement, sur l'existant et donc un fichier Excel, donc les habitudes qu'ils ont. Là où, effectivement, on va pouvoir réussir le projet et faire en sorte que ce soit un succès, c'est de bien... mettre le focus plutôt du coup sur les nouveautés et les acquis qu'ils vont avoir demain, vers quoi ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y gagner. Et donc c'est plutôt de mettre l'accent sur les nouveautés et ce qui leur simplifie la vie demain, plutôt que de rester sur qu'est-ce qu'ils ont perdu. Oui. Le positif. Oui, mais c'est ça qui fera qu'ils adhèrent. Complètement, ouais. Et vous avez des exemples là, de projets que vous avez suivis? On a raté. Alors, raté ou réussi, qui partent d'Excel. On en a plein, oui, des projets d'informatisation d'Excel, on en a fait beaucoup. Après, ils ont tous été plus ou moins faciles et pénibles à réaliser. Mais je pense que c'est pas le moment de rentrer dans le détail de certains projets. Non, il y en a vraiment beaucoup des projets de ce type-là, en vrai. Et même dans les gros... Enfin, je donnais l'exemple tout à l'heure des petites entreprises qui grandissent, mais même dans les grands groupes, une fois qu'ils ont commencé à traiter un besoin qui n'existait pas au départ et qu'après ils s'aperçoivent que c'est vraiment une très bonne idée d'informatiser un nouveau processus, ils y vont, quoi. Après, je sais pas si on a besoin de donner beaucoup d'exemples, mais il y a des projets super sympas qu'on peut faire de la sorte. On m'a déjà dit que, à une recette métier, on m'a déjà dit j'ai un peu moins envie de jeter mon ordi par la fenêtre après lui avoir montré comment utiliser justement un écran qui était un énorme tableau qui à la base, je pense, était un Excel. Alors l'écran, en vrai, n'était pas trop adapté à une application web, mais bon, ça faisait ce qu'il voulait. Donc c'était une façon assez spéciale de le dire, mais voilà. Ils avaient compris enfin comment, justement, c'était en recette utilisateur, donc on leur expliquait vraiment comment utiliser l'application, et ça a fini par bien marcher, mais voilà. Moi, j'ai pas d'autres exemples. Moi, j'ai des exemples d'outils à la décision sur une application un peu européenne où finalement la grosse difficulté, c'est d'avoir les différentes versions avec les différents processus un peu adaptés dans chacun des pays qui a été compliqué à faire aboutir. Et le fait de passer à une application avec du vrai paramétrage par utilisateur, avec des profils, etc., ça a vraiment changé la vie. Et ils ont largement gagné rien que dans cette capacité à déployer une version avec toutes les fonctionnalités pour tout le monde en même temps, avec des données qui soient possibles de mutualiser, de partager, de comparer, et en même temps d'avoir les spécificités pays qui soient adaptées en fonction des profils. Ça, c'était un vrai gap pour eux. Pour finir juste sur le sujet, avant de passer au coup de cœur et d'entendre un peu Arthur qui a fait sa sieste pendant le podcast, vous auriez un ou plusieurs conseils à donner du coup à une équipe ou à des gens, en tout cas en entreprise, qui se posent cette question, qui se travaillent des fichiers Excel et qui commencent à se poser cette question, comment est-ce qu'il faut amener le sujet et comment l'amener en interne en tout cas? Oui, moi je pense mais c'est vrai pour beaucoup de projets, il faut se rapprocher des utilisateurs et de la direction pour savoir quel est le process qu'ils veulent mettre en place et quelle est la finalité du traitement qu'ils font avec l'Excel, et pas juste se dire j'ai un Excel, je vais l'informatiser. C'est vraiment se reposer les questions de qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que souvent on s'aperçoit par exemple que les données dans l'Excel sont issues d'un autre logiciel ou elles sont saisies par n'importe quel utilisateur, et donc du coup si tu te poses pas cette question, tu peux vite te reproduire en web des trucs qui n'ont aucun sens de service à service. Il faut se reposer cette question et prendre un peu le temps de prendre un peu de hauteur là-dessus. Yes. Merci en tout cas pour vos éclairages sur le sujet. Je vais laisser le micro à Arthur pour son coup de gueule. Bonjour. Ah non, son coup de cœur. Coup de cœur. C'est Philippe le coup de cœur. Vous savez, moi je suis dev, moi je fais pas des Excel. Moi, je jette les écrans par la fenêtre justement quand j'ai des Excel. Non mais oui, du coup un coup de cœur qui n'a rien à voir avec Excel, bien évidemment. Je me suis pris de passion pour la programmation réactive. Donc c'est un nouveau, entre guillemets, paradigme de programmation. Il y a 15 ans, quoi. Oui, mais disons qu'il n'est pas beaucoup appliqué nulle part. Et du coup, je me suis pas mal renseigné, notamment grâce à un collègue qui lui aussi en fait un peu, et notamment sur Angular, avec RxJS, qui est donc l'outil qu'on utilise pour faire des observables, récupérer des données. Et en fait, on se rend compte qu'au final, on l'utilise
pas du tout comme il faut avec XJS. On le tord et on lui fait faire ce qu'on veut, alors qu'en fait, ce serait pas du tout comme ça qu'il faut l'utiliser. Pour faire simple, la programmation réactive, l'idée, c'est de dire que vous prenez votre source de données, vous prenez votre affichage ou votre sortie, et en fait, vous allez jamais, vous avez une sorte de fil, et vous allez jamais extraire les données de ce fil. Vous allez simplement, entre guillemets, modifier ce qu'il y a à l'intérieur du fil, et vous allez avoir un espèce de flux qui sera jamais coupé. Et vous avez vos données qui arrivent d'un point A pour aller à un point B, et comme vous n'avez jamais de coupure, en fait, dès que vous avez des nouvelles données qui arrivent dans le point A, elles arriveront au même format dans le point B. Et c'est quelque chose que je trouve assez élégant, qui a besoin encore de modifications, parce que Philippe vous dirait que le problème, c'est que les bases de données ne sont pas réactives, du coup, ça sert à rien. Mais c'est assez élégant, je trouve. C'est une belle anticipation. C'est assez élégant comme façon de programmer, et notamment avec Angular, je trouve ça très intéressant. Avec RxJS. Après, voilà, on peut aussi le faire avec Spring Boot, etc. Mais c'est un peu moins intéressant vu que vous avez la base de données qui va, dans tous les cas, ne pas faire de la réactivité. Donc, si ça vous intéresse, programmation réactive, notamment sur Angular. On mettra le lien sur les Je commentaires. peux vous trouver un lien, tout à fait. Philippe, t'as un coup de gueule, toi. Coup de gueule. Programmation réactive. Bah, tu sais, c'est exactement ça, parce que je pense que si vous avez écouté ce que vous a expliqué Arthur, vous avez probablement pas compris grand-chose si vous n'aviez pas déjà fait de la programmation réactive. Et le principal défaut de la programmation réactive, c'est effectivement que les bases de données ne sont pas réactives, mais ça devrait finir par l'être. C'est juste que c'est tellement compliqué que c'est comme la programmation un peu événementielle en JavaScript. Ça demande des niveaux de compréhension qui sont hors de portée, malheureusement, de beaucoup de développeurs, parce que ça nécessiterait à la fois de formation très spécifique et d'avoir une vision de programmation très haut niveau. Et donc, je suis assez sceptique, mais l'avenir me dira peut-être le contraire. Comme je dis, c'est assez élégant, c'est pas forcément très... C'est ça, c'est très élégant, mais c'est un petit peu haut niveau quand même. Je fais de la haute performance, moi, de la haute voltige. C'est le cirque de la programmation. C'est ça. C'était bien comme coup de C'était gueule. vraiment ton coup de gueule. Ah ouais, tu l'as improvisé sur le tas, là. C'est ça. Ok. C'est l'avantage d'être aigri, c'est un super pouvoir. Yes, bon, en tout cas, on s'en reparle hein, comme Flutter. Exactement, l'année prochaine, je peux vous faire un podcast sur... Flutter, c'est en train de prendre, donc... attendez, on peut remettre tu peux nous le refaire, Philippe? On fera le bilan en 2024. 23. 23. Aïe. Yes. Peut-être qu'un jour, Philippe dira, oui, finalement, Google, ils font pas que... Alors, moi, Oui, je spoil, mais on en discutera plus tard. Je pense que c'est la fin du super cycle de Google et ça va être très compliqué pour eux dans les prochaines années. Le cliffhanger est exceptionnel. Aïe. Pourquoi tu penses ça? Ils sont en train de perdre à peu près sur toutes les batailles. Ah, par rapport à l'IA, etc. en ce moment? Ils sont en train de perdre le concept même de leur business model qui est de vendre de la publicité. Donc, ça va être quand même très compliqué, je pense, pour eux. Ça se discute, ouais. Après avoir perdu la bataille des data centers, avoir perdu la bataille, les différentes batailles et tout. Ils ont un peu gagné celle du mobile. Ouais, c'est une histoire à la Pyrrhus quand même. Ils n'ont pas quand même tout gagné. Quand tu regardes la part de marché, c'est quand même bien au-dessus d'Apple. Et là, s'ils perdent la bataille de la recherche, qui est la bataille pour l'affichage de la publicité, c'est leur business model, ça risque d'être compliqué. On se donne rendez-vous dans quoi, 4-5 ans 5 pour en ans. parler? Je sais pas. 2029. Où sont les prédictions, monsieur Bertrand? Non, j'ai pas de prédiction, mais ça va dépendre de la rapidité de l'adoption des outils d'IA générative comme étant l'usage majoritaire de recherche pour les gens. Donc ça dépend, ça c'est impossible à savoir. Ça se trouve, c'est dans un an, tout le monde utilisera ça de base dans son moteur de recherche, ou ça mettra 5 ans à s'appliquer. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué pour leur business model qui est d'afficher du lien sponsorisé. Mais c'est Bing qui ont intégré l'IA à leur recherche. Ah bah, tu Ou parles, ils peuvent rajouter. Ils ont acheté OpenAI. Ils sont tellement contents d'aller foutre le zouk dans le business model. Mais au final, ils mettent quand même de la pub. Vu qu'ils restent avec un navigateur. Ça reste un navigateur. Hein. Oui, mais ça reste un moteur de recherche. Un outil de recherche. Un moteur de recherche. Le principe d'un moteur de recherche, c'est qu'il te propose des liens. Oui, et en fait, il est payé pour que tu ailles sur ces liens. Ouais, S'il t'apporte une réponse directement dans le moteur de recherche, tu vas pas sur des sites. Donc en fait, ils sont pas rémunérés. C'est vrai. Bon, je pense qu'ils trouveront un autre modèle. Hein, où ils vont faire que le contenu est payant. Et que, enfin, je sais pas. Mais... C'est pas si simple. Oui, là, bien sûr. Ça se réfléchit, ouais. Mais c'est comme vous avez vu, alors, Théo est pas là, donc on n'aura pas d'actu des techos aujourd'hui. On va lui faire un petit bisou parce qu'il s'est fait mal, donc c'est pas très cool. Mais du coup, ouais, j'entendais là, il y a pas longtemps que t'as Elon Musk et d'autres qui ont appelé à se dire ça serait bien qu'on fasse une pause de 6 mois parce que l'IA c'est dangereux, etc. Alors, bon, les gars, on pose le stylo. Comme les enfants dans la cour de récréation. On part en vacances pendant 6 mois, puis on revient, on en reparle. Voilà.
Ils ont lancé un pouce, donc je sais pas. Est-ce qu'ils vont arrêter Si Elon Musk a lancé un pouce, alors. Voilà. Ah ben voilà, ils ont fait appel à ça, donc apparemment. Bon. Bizarrement, c'est que ceux qui sont en retard. Ouais, ceux qui sont en retard, hein, mais bon. Microsoft et ChatGPT, ils ont pas 10 pouces. C'est toujours ceux qui pensent qu'ils maîtrisent la bête qui pensent qu'ils gagnent. Oh là là. Bon, Faut s'arrêter là. Je pense que c'était la dernière fois. Et coupé. Bon, merci à tous en tout cas pour vos éclairages aujourd'hui sur Excel. Et puis, on se dit à tout bientôt pour un nouveau podcast. Salut! Bye bye. Salut. Ciao. Salut.